Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux que j'ai pas eu le plaisir de côtoyer ce matin. Je tenais d'abord à remercier les intervenants de différentes tables rondes qui ont permis d'animer toute cette matinée, ainsi que tous ceux qui ont permis de réaliser ce 22e forum, qui sont en coulisses ou qui sont pas là, mais qui, sans eux, on n'aurait pas pu réaliser ce forum. La conclusion que j'en tire de ce matin, tout ce qui a pu être dit ce matin, c'est qu'il semble y avoir une réelle volonté de réutiliser au maximum les ressources de substitution dont nous disposons. Nous, en Seine-et-Marne, notre convention d'engagement volontaire, on s'était déjà engagé à réutiliser 100% de ce que nous sortons de nos chantiers. Bon, c'est peut-être prétentieux, mais on n'est pas loin. Dominique Pernet disait tout à l'heure que d'une manière de calculer plus juste, nous serions à pratiquement 95%. Donc, je pense que tous les espoirs sont permis. J'ai noté quand même que sur l'ensemble des matériaux réutilisables, les terres chaulées ne vont représenter à terme, en 2025, que 5 millions de tonnes. C'est peu. C'est peu par rapport au volume que nous remanions. Donc, je pense qu'il y a peut-être un effort à faire dans ce domaine, à pouvoir réutiliser davantage ces matériaux et éviter les réticences que nous avons envers ce produit. Effectivement, il est un peu sensible à l'eau, puisque la chaux n'a que pour objectif que de diminuer le taux d'humidité dans les limons, mais si on l'utilise sciemment et intelligemment, je pense que c'est un matériau qui peut nous apporter beaucoup de solutions de rechange dans les années à venir, parce que notamment en Seine-et-Marne, des limons, on en a à profusion. Je pense qu'on va récupérer un petit peu du Grand Paris. Donc, je pense que de ce côté-là, on a de la matière première. Je voudrais aussi effectivement souligner, comme Dominique, qu'il y a un effort à faire dans la normalisation du pourcentage de recyclés dans les couches de surface, que ce soit sur les voiries à grande circulation, voire même les autres, parce que la norme aujourd'hui, elle limite à 10%. Donc, il y a un effort normatif à faire donc, au niveau de l'État. Voilà un petit peu ce que j'ai retenu de cette matinée, mais j'ai retenu qu'il y avait une volonté d'aller de l'avant et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter au milieu du gué. C'est plus qu'une espérance, c'est une certitude, parce que le mouvement est quand même bien engagé. Et puis, il y a des objectifs qui sont vraiment élevés qu'il va falloir atteindre. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Thierry Fromentin, président de la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est, quelle est votre position à vous sur l'économie circulaire? Vaste sujet. C'est pour ça que... Bonjour à tous et à toutes. Les entreprises du bâtiment, donc pour réaliser leurs ouvrages, consomment bien sûr des matières premières. Donc, mais nous pouvons et devons être plus économes de matériaux et nous inscrire résolument dans cette économie circulaire. L'engagement de notre fédération a bien sûr des formes concrètes. Ainsi, si vous allez sur le site web et l'appli déchets de chantier, les entreprises donc, peuvent dorénavant identifier les centres qui orientent certains déchets vers déjà les filières de recyclage. Cette évolution a été réalisée en collaboration avec l'ADEME et le projet Démoclès, qui a permis d'identifier 16 filières de valorisation des déchets du second œuvre. Pour autant, pour réussir le tournant de l'économie circulaire dans le bâtiment, il faut réunir deux conditions et éviter surtout une erreur. Alors la première condition, elle porte sur l'infrastructure, le maillage finalement de ces installations. Oui, sur la première condition, les filières de valorisation, pour fonctionner efficacement, doivent proposer aux professionnels un maillage resserré correspondant au rayon d'intervention d'une entreprise. Dès qu'on limite le rayon d'action, on est quand même un peu plus performant. Il faut encore donc resserrer ce maillage, et là où il est adapté à améliorer les conditions d'accueil des entreprises, il reste encore à adapter les conditions d'accueil des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va dans les déchetteries ou certains centres, ces centres-là sont fermés à un horaire qui est assez tard le matin et assez tôt le soir pour nous. Donc il faudrait pouvoir adapter ces horaires.
Tous les acteurs donc, peuvent jouer un rôle. Il y a 3 acteurs. Les collectivités locales qui, bien sûr, en prévoyant dans les PLU la mise à disposition de foncier pour mettre en place donc, des centres de collecte. Parce que ce maillage, il est d'autant plus important que plus il est un maillage fin, moins il y a de transport pour aller à ces points de collecte. Exactement. Plus on rapproche les centres des entreprises, meilleur se portent bien sûr les entreprises, et moins on est sur les routes déjà. Et moins il y a de gaz à effet de serre. Là, c'est important. Donc, en deuxième point, il y a les distributeurs qui peuvent assurer un rôle de complément du maillage. Les distributeurs, les fournisseurs et autres. On peut aussi se servir de cette filière-là. Et bien sûr, les professionnels des déchets pour organiser l'enlèvement des produits récupérés, concentrer les flux et renvoyer vers les industriels qui sont engagés déjà dans le processus de recyclage et revalorisation. Dans la filière derrière. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faudrait peut-être, oui c'est ça, prévoir des regroupements plutôt que d'avoir un gisement atomisé dans plein d'endroits, arriver à avoir... On a un territoire, alors si on raisonne sur la Seine-et-Marne, qui est vaste, et donc il faut pouvoir resserrer ces lieux de recyclage et de revalorisation. Deuxième condition, c'est la qualité des matériaux. Oui, alors on peut citer un exemple, à l'exemple du marché de l'automobile de l'occasion, qui a des garanties depuis longtemps. Certains produits du bâtiment pourraient s'inscrire dans une démarche qui serait similaire. Il faut que les travaux engagés sur l'assurabilité et la seconde vie des matériaux, parce qu'on peut leur donner une seconde vie, et matériels débouchent sur des propositions claires qui encouragent les maîtres d'ouvrage à en demander l'utilisation et permettent bien sûr aux maîtres d'œuvre d'en prescrire l'usage. Les exemples aujourd'hui traités sont encourageants et vont bien sûr dans la bonne direction. Comment vous allez procédez-vous pour accélérer cette évolution ? Je parlais tout à l'heure d'une erreur à pas commettre. Elle est importante, celle-ci. Et l'erreur, elle est financière. Et dès qu'on parle d'argent, on enclenche une marche arrière. Donc si nous sommes partisans donc, d'une approche bien sûr volontariste, impliquant les entreprises, nous nous opposons à la création d'une filière REP. REP qui veut dire la responsabilité élargie du producteur, donc comme cela existe dans l'électroménager. Dans les pneus, l'électroménager, les meubles, etc., etc. Voilà, vous voyez, quand vous achetez un produit, une taxe, vous la payez à l'achat du produit. Hein. C'est le dernier maillon, c'est le consommateur. Dans notre secteur, l'effet serait totalement contre-productif. Pourquoi ? Parce qu'une fois la taxe acquittée, voilà, on a rentré l'argent. Et cela déresponsabiliserait l'ensemble des acteurs, augmenterait le coût global de la gestion des déchets et par conséquent les coûts de construction. Donc ça, c'est la vraie erreur à ne pas commettre. Et dans l'économie circulaire, nous, on pense que tous les maillons du cercle sont importants pour la construction d'un avenir durable et soutenable. Les entreprises de bâtiment qui sont un vecteur logistique sont prêtes, bien sûr, à s'y engager. Vous avez quand même un rôle auprès de vos adhérents pour les inciter à rentrer volontairement dans cette démarche d'économie circulaire. Mais je vous disais que les entreprises sont prêtes à s'y engager. Elles s'y engageront à partir du moment où les filières sont en place, les centres de traitement sont en place, et que sur notre territoire, et pas que sur notre territoire, hein, parce qu'on peut parler sur l'ensemble de l'Île-de-France, nos entreprises seine-et-marnaises travaillent aussi sur d'autres territoires que la Seine-et-Marne, et sur les départements limitrophes, on est des vraies filières de revalorisation. Et tout se passera bien, mais il faut prendre ça à bras-le-corps et puis avancer sur ce sujet dynamiquement. J'ai rencontré le président du département hier soir. Il est totalement dans cette vision. J'ai pas entendu. Vaut mieux. Allez, justement, Jérôme Guyard. Donc la première chose que vous voulez faire, c'est remercier pour cette matinée. Oui, permettez-moi, et à tous ceux qui sont intervenus, moi je n'étais pas présent parce que j'avais d'autres réunions, je vous avais prévenu, mais le sujet, je le connais pour plein de raisons. Oui. Pour plein de raisons, et puis vraiment exprimer mes remerciements qui sont ceux du président Jean-Louis Thériault,
qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Donc, pour tous ces intervenants, pour tout ce qui a été dit et qui va être encore dit, et pour bien alimenter le fait qu'il est vraiment disponible et qu'il sera vraiment enclin à s'inscrire dans cette démarche. Voilà, et après, avec un peu d'humour, je vais ranger parce qu'on m'avait préparé un discours, vous voyez, c'est pour ça que je vais répondre aux questions. Voilà. J'ai pas les réponses, donc... Si, vous avez les réponses, parce que nous avons quand même échangé au téléphone avant. Jérôme Guyard, puisque vous représentez le département, pour que ce département s'engage dans une politique de développement durable, il faut à la fois une volonté et des actes concrets. Oui. Alors, on est bien sur deux dimensions sur le département qui ne sont pas dissociées, mais qui sont à s'agglomérer. Complémentaires. Voilà, qui sont complémentaires. Déjà, il faut afficher la volonté. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut derrière, on peut travailler qui on veut, on peut vraiment tenir beaucoup de phrases. S'il n'y a pas la volonté et de s'associer avec tous les acteurs, alors on en parlera encore dans 10 ans, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Nous, je sais que le département a affiché sa volonté il y a maintenant déjà quelques mois, voire quelques années, lors d'une assemblée, lors d'un conseil départemental qui n'a pas été houleux, mais la presse a réagi, on va dire, quand le département a affiché son ambition de se préoccuper de cette problématique, on va l'appeler comme ça, et d'y mettre les moyens. Donc voilà, après il a fallu convaincre les acteurs, se mettre autour de la table, rencontrer les gens de la région, que je remercie de leur présence. Bref, mettre tous les acteurs autour d'une table déjà pour ouvrir le débat. Ça a été fait au département. Voilà, c'est déjà une grande chose. Ensuite, on doit être complémentaire dans les actions qu'on va mettre en place. Donc je sais que mon ami Yves Jonnot a rappelé quelques ambitions ce matin que je ne vais pas reprendre aujourd'hui, mais l'ambition de Jean-Louis Thériault, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche de donnant-donnant. Voilà, en gros, c'est le département peut afficher la volonté et mettre les moyens à partir du moment où il y a un retour sur investissement. En gros, on veut bien prêter nos routes pour le transfert, on en a déjà parlé, mais il faut aussi les refaire. Donc on doit tirer de par ces économies quelques subsides qui nous permettent d'aller dans ces travaux. Donc c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, et la Seine-et-Marne ne doit pas seulement avoir l'image de réceptacle, elle doit tirer une vraie valeur ajoutée de cette économie circulaire, et on l'appelle de nos voeux. Alors, pour les marchés, il y a par exemple, ça a été évoqué ce matin plusieurs fois, l'ouverture aux variantes pour que puissent être mises en œuvre ces solutions qui utilisent du réemploi. Alors, ouverture aux variantes, évidemment, rêvons d'un rêve impossible, il faudrait que ce soit quasiment dans les clauses de base. Oui. Je peux en parler d'autant mieux qu'il y a quelques années, je tenais la place de mon prédécesseur. Et donc, j'ai plutôt été à ce micro pour dire, voilà, il faut accepter et le mieux-disant et les variantes. Bref, donc c'est un discours que je connais assez bien pour l'avoir pratiqué pendant plus de 20 ans. Ensuite, il faut aller de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Il faut qu'on ait des outils adaptés dans la collectivité pour pouvoir, écrire, appréhender, juger, codifier toutes ces variantes afin de rendre l'appel d'offres fructueux parce que dans toute légalité. Donc c'est déjà une difficulté, et on en a déjà parlé pas plus tard que la semaine dernière. Voilà, c'est déjà une difficulté d'écriture du maître d'ouvrage, et là j'en parle d'autant plus de maire d'une collectivité de Saint-Martin-au-Pont-de-Thierry. Donc il faut écrire ça dans ces pièces de marché. Pour ça, il faut que nos agents soient formés à l'écriture. Donc on se prend souvent, et vous le savez dans cette salle, des assistantes, des AMO qui nous aident à écrire ces marchés, auxquels on lui demande l'écriture de ces variantes. Franchement, la collectivité, de par ses agents, sauf vraiment les grosses, mais si on ne travaillait qu'avec les grosses collectivités, le travail public viendrait nous voir assez souvent en disant ça ne suffit pas. Donc il faut donner à nos agents la possibilité d'appréhender et de connaître, ou alors de se faire aider. Voilà, il y a déjà, c'est vraiment parce qu'on peut nous proposer les variantes. Est-ce que c'est une bonne variante? C'est pas parce que c'est une variante qu'elle est bonne. Voilà, est-ce que c'est une bonne variante? Qu'est-ce qu'elle amène en termes d'économie? Qu'est-ce qu'elle amène en termes d'engagement d'économie circulaire? Bref, s'il y a un coût réel qui est quantifié, alors oui, nous pouvons appréhender la collectivité territoriale, de dire il y a une vraie plus-value sur une chaîne longue, et à ce moment-là, on peut dire on va prendre cette variante, même si elle est un peu plus chère, mais on va l'expliquer. Parce qu'après, il faut l'expliquer. C'est pas parce qu'on la prend qu'on la choisit. Moi,
je le dis avec humour, j'ai été sûrement un des premiers maires à accepter une variante dans ma ville et aussi le premier maire condamné. Donc je me suis retourné vers les présidents des travaux publics en disant, si vous nous demandez, nous les collectivités, de regarder les variantes, de juger sur des codes qui n'existent pas, mais si entre vous, vous faites des recours pour nous faire condamner, vous voyez, bon, hein, tu es au courant du dossier. Voilà, parce qu'on veut bien rentrer dans une économie nouvelle, entre guillemets. Donc, il nous faut appréhender les choses, mais il faut que chacun joue le jeu. On est bien d'accord. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Vous avez parlé économie circulaire, circuit court, c'est quelque chose qui est intéressant. Ah, c'est plus qu'intéressant, c'est vraiment quelque chose que chaque élu local de son territoire devrait porter. Parce que c'est l'économie sociale qu'on parle aussi. Moins de déplacements, moins de dégagement, moins de CO2, etc. On redéveloppe, comme l'a dit mon ami, des déchetteries de proximité. Hein, on en a un petit peu assez de voir tous ces camions traverser la Seine-et-Marne parce qu'ils ne sont pas acceptés dans la déchetterie où ils ont fait les travaux. Donc on doit pouvoir avoir ce type d'échange. Et puis après, il faut, alors là on en est dans les déchets, il nous faut aussi recycler. Hein, moi, quand je disais à une époque, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, une petite dizaine d'années, on est très fort en Seine-et-Marne pour prendre des déchets qui nous servent à rien, si ce n'est à faire du remblai, et tout ce qui est valeur ajoutée, ça partait à des endroits qu'on a été visités ensemble. Donc eux, ils font une plus-value. Nous, il nous faut ce genre de laboratoire, il nous faut ce genre de plateforme, pas uniquement en Seine-et-Marne, on veut bien le jouer, mais on sait bien qu'on fait 50% de l'Île-de-France, mais on ne fait pas 50% des constructions, hein, on n'est que dans 12% d'économie. Donc voilà, il faut pondérer tout ça, mais il faut vraiment un circuit court. Vous savez, je m'excuse, j'étais en retard tout à l'heure, j'étais dans les écoles, les fruits à la récré, circuit court, le maraîcher local nous amène des fruits qu'on fait déguster. Et bien on peut faire pareil aussi sur les travaux publics, de travailler localement sans favoritisme, je rassure. Hein, ne voyez pas d'appel, voilà, mais de dire par contre sur le circuit court en termes d'approvisionnement, en termes de recyclage de déchets et en termes de plein de choses, c'est le circuit circulaire qu'on appelle de nos voeux et le circuit court. Voilà. En tant que maire, et puis vous êtes vice-président du syndicat intercommunal d'aménagement de réseau et du cycle de l'eau, et puis en charge de l'habitat à Melun-Val-de-Seine, vous êtes quand même aussi à même dans les chantiers que vous engagez, d'illustrer cette démarche. Tout à fait. Et puis une fonction que vous avez oubliée, mais que je mettrai peut-être en premier dans ce débat, c'est président du CAUE. Président du CAUE. Non, mais je le savais. Je dis bonjour à la directrice ici présente, voilà, qui s'engage aussi et qui doit participer à la réflexion des collectivités locales. Vous êtes vice-président de l'aménagement. Oui, non, mais bon. Oui, alors là, j'ai un petit peu de mal des fois. Mais voilà, voilà, c'est des missions qui sont complémentaires, là aussi. Hein. On aménage, on travaille sur l'urbanisme, et ensuite, on doit traiter des traitements. Et puis, cet ancrage local que nous avons en tant que maire, oui, dans nos marchés que nous montons, que nous avons, avec un petit peu d'expérience, parce que j'ai un vécu et des gens autour de moi, on arrive à écrire des choses assez intéressantes. Encore une fois, on propose des variantes et on les accepte. On propose des marchés qui sont sur une durée assez justifiée pour permettre à l'entreprise, si elle a de l'investissement, de s'organiser. Voilà. Je crois que c'est une réflexion que nous devons avoir, mais je le dis, je ne participe plus aux commissions d'appel d'offres, je ne participe plus aux rédactions. Vous voyez, je m'éloigne un petit peu pour ne pas montrer du doigt. Je le dis, c'est important, parce que nous sommes dans ce circuit circulaire, de circuit de proximité. On demande, c'est pas un circuit de, comment dire, on restera dans toute l'égalité. Vous voyez, mais c'est important de le dire, nous avons besoin de codes clairs, précis. Je parlais des clauses environnementales qui souvent sont sur les 10 points sur 100. C'est là-dessus que je me fais condamner, parce qu'on m'a dit que j'avais donné un avis subjectif. Je dis, mettez-moi des vrais critères, avec des vrais points. Mais si ces vrais points ne sont que pour labelliser, enfin noter un label, noter une qualification, à la fin, tout le monde aura 10 sur 10. Oui, mais ce qui compte voilà. dans ces points-là, c'est la réalité de leur mise en œuvre. Tout à fait. Un dernier point, en tant qu'élu local, ils sont souvent confrontés à des refus d'implantation, d'installation, de plateformes, éventuellement d'une déchetterie, etc. Comment arriver à faire partager aux habitants, aux concitoyens, la nécessité d'avoir tous ces équipements pour pouvoir
réaliser cette économie circulaire? C'est là où on peut prendre un joker, non? Oui, Non, éventuellement. je suis maire d'une ville où tout se passe bien. Ah bah, tant mieux. Voilà, j'ai pas d'opposition systématique, j'ai une ambition pour la ville qui est partagée, donc tout va bien. Évidemment, j'y mets de l'humour parce que élu local, c'est pas facile, c'est pas une sinécure, et nous sommes confrontés quand nous imaginons avec des acteurs dont c'est le métier, encore une fois, et merci. Au CAUE, enfin bon, merci à tous ces organismes, aux aménageurs, etc., qui viennent aider les maires et ces équipes à réfléchir sur l'aménagement du territoire. Pour autant, et vous l'avez dit, le plus dur à passer, c'est ce délai de recours. Voilà. Une fois qu'on l'a passé, on peut enfin aménager. La loi a dit que le recours abusif est condamnable. Bon, moi, je n'ai pas encore vu les peines prononcées. Je les attends avec impatience. Parce qu'aujourd'hui, pour sortir un PLU, c'est 5-6 ans avec les recours. Pour sortir un aménagement de territoire, entre le moment où on y pense et le moment où on va enfin pouvoir faire le premier coup de pioche, c'est 4 ans. Sur un mandat de 6 ans, vous voyez, il n'y a plus grand-chose, quoi. Donc oui, il faudrait simplifier, et là je suis mal placé pour le dire en tant qu'élu, mais une simplification et surtout une rapidité de réponse dans un jugement à donner. Quand il y a une réponse à donner, voilà, le délai de 3 mois, des fois, vous savez, bon, il y a des dossiers lourds, mais 3 mois, plus un recours 6 mois, plus on recommence, c'est assez lourd à porter. Moi, je pense que les collectivités arrivent à avoir des réponses assez rapides. Je crois que c'est ces procédures qu'il faudrait réduire, mais pas forcément en nombre de points de demande de questions, on y répond, mais peut-être des procédures à réduire. Dans le délai. Voilà, et peut-être parce que maintenant, alors c'est mon image, et certains vont sourire, mais certains, vous savez, c'est des organismes, c'est la pieuvre qui s'alimente encore, donc il faut que chacun y mette... Maintenant, quand vous s'embêtez un PLU, si vous n'avez pas 40 pages au commissaire enquêteur, c'est que, voilà, on n'a pas bien travaillé dans la ville. Donc il faut absolument remplir les choses. Et puis chacun s'y met de son commentaire. Moi, j'ai même vu le PLU que je suis en train de faire, des commentaires donnés par un organisme qui m'avait donné un avis favorable sans réserve. Voilà, donc des fois on a un peu de mal à comprendre, il faut le comprendre, il faut aménager son territoire avec tous les acteurs. Moi je demande de la simplification et surtout de la rapidité de réponse. Et je pense qu'après, les intercos maintenant qui montent un petit peu, qui prennent du volume, sont un peu plus à même quoique, un peu plus à même, mais on doit pouvoir aller plus vite. Qui dit aller plus vite, on aménagera notre territoire plus vite, on aura une réponse en Seine-et-Marne qui sera plus rapide, et ainsi on aura ce cercle vertueux, et là on pourra tout y inscrire. Parce que si une nouveauté arrive, vous voyez le temps, on parlait à peu près de tout ça il y a 10-15 ans, aujourd'hui on en est dans les textes qui arrivent, tant mieux, mais on peut aller beaucoup plus vite. Les acteurs sont prêts, les connaissant un petit peu, tout le monde tient ce même discours, aller plus vite. Voilà. Et je suis content que mon président de département a un peu le même... et je sais que l'État aussi, en ce moment... voilà, c'est la même action, donc tout va bien. Eh ben on va y venir, justement. Avec vous, Igor Kisselev. Quel doit être le rôle des territoires dans la transition économique? Parce que je reprends le terme qui a été employé ce matin par Jean-Maurice Lemaitre. Et quel rôle va jouer l'État? Alors, tout d'abord, je voulais d'abord remercier le président d'Acuna de cette invitation. Pour moi, c'est un peu particulier parce que je reviens en Seine-et-Marne au bout de 15 ans. Voilà, et donc j'avais déjà plaisir de connaître la dynamique d'Ensemble 77 et je trouve qu'elle est toujours aussi très forte avec l'ensemble, je dirais, des professionnels qui sont associés et vraiment, j'apprécie cette démarche. Voilà. Alors, par rapport à votre question, je vais quand même faire un petit préalable, c'est que j'apprécie aussi beaucoup le titre, en fin de compte, de ce forum, qui était « Comment transformer des obligations réglementaires en atouts économiques ». Voilà. Parce que généralement, on oppose toujours à l'État les normes, les contraintes, la hiérarchie. Non, je pense qu'aujourd'hui, la question qu'il faut vraiment pouvoir se poser, c'est comment, en fin de compte, on prend ces obligations réglementaires et comment on peut les transformer en atouts économiques, c'est-à-dire inverser le raisonnement et se dire qu'en fin de compte, ça peut être des opportunités, voilà, qui peuvent être partagées à toutes les échelles. Alors tout à l'heure, la représentante du conseil régional a montré un petit tableau là avec que j'ai retenu. Ce matin, on a vu des maîtres d'ouvrage qui sont volontaires, conseil départemental, les PACENAR, pour faire des innovations. Il y a des initiatives sur les utilisations de matériaux, sur un peu innovants. On voit bien, on est arrivé à définir des nouveaux modèles économiques qui montrent leur pertinence. Et il reste en fin de compte la question des territoires avec ce qu'a montré tout à l'heure Jean-Maurice Lemaitre pour la TTT, mais aussi le SDESM, le représentant. En fin de compte, la possibilité
Et ce qui est donné en fin de compte par toutes ces lois, alors on peut dire qu'en effet il y a accumulation de plans, de schémas régionaux, départementaux, mais en fin de compte je pense qu'il faut revenir au sens de ce qui est demandé au territoire, c'est définir une stratégie de développement économique. Voilà. Et aujourd'hui on voit bien que sur, je dirais, un certain nombre de sujets, on vient à des sujets de définir par ces stratégies de territoire comment on peut définir à un niveau le plus fin possible une forme d'autonomie du territoire ou une forme de développement économique un peu endogène de ce territoire. On voit bien que le sujet émerge fortement sur le domaine énergétique. Le domaine émerge aussi sur le domaine agricole avec des circuits courts. Le domaine va émerger sur la partie rénovation du bâti. Enfin, on voit bien qu'il va y avoir des initiatives aussi sur les questions de déplacement, mobilité, covoiturage. Voilà. Et bien demain, et peut-être après-demain, je pense que sur la question des ressources et la gestion des ressources, là aussi, ça doit être intégré dans la stratégie des territoires. Voilà. Et l'État est bien là pour mettre en cohérence l'ensemble. Alors c'est vrai que dans certains cas, on répond à des documents très réglementaires et ça prend du temps, de la procédure, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le sens que veut donner l'État en demandant en fin de compte au territoire de se prendre en main. Alors c'est une expression que reprend souvent Madame la préfète à Bolivier. Voilà, c'est en fin de compte les territoires peuvent mettre en œuvre cette stratégie et intégrer la question des ressources. Demain, moi je vois pas de difficulté dans un PCAET ou dans un autre document qu'une collectivité territoriale encourage l'utilisation de matériaux recyclés ou l'utilisation de béton, je dirais, recyclé. Il n'y a aucune difficulté demain à ce que ça puisse se faire. Quand vous dites les territoires peuvent, les territoires doivent aussi finalement être les acteurs concrètement de cette évolution. Je pense qu'on recherche, il n'y a pas un territoire qui est égal à un autre. Donc on ne faut pas chercher à reproduire, ça je crois que territoire, en fin de compte, les mêmes modèles. Mais par contre, on voit bien que pour répondre aux besoins des entreprises, pour répondre aux besoins des habitants, des usagers, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est qu'à un moment donné, c'est quand même pour eux. Voilà. Il y a des réponses différentes et avec je pense, des évolutions de modèles économiques qui sont à trouver. Et alors ce sur quoi je veux vraiment passer un message, enfin aujourd'hui auprès de tous les professionnels qui sont là, il faut absolument, tout ce qui nous a été montré ce matin, il faudrait pouvoir le montrer aux élus des intercommunalités, aux maires, pour leur dire, voilà demain en effet ce qui est à votre disposition, il y a des modèles économiques qui tournent, voyons en effet comment on peut trouver des solutions qui sont adaptées à votre territoire. L'idée c'est pas de dupliquer, il y a 22 intercommunalités qui sont soumises, c'est pas de faire 22 mêmes modèles, c'est de faire 22 modèles différents avec peut-être des modèles économiques différents. Une appropriation par les territoires en fonction de leur spécificité. En fonction de leur spécificité. Le bâtiment que vous avez évoqué, la consommation d'énergie, elle est très importante. Le plan de rénovation va jouer un rôle alors, clé. Là, je fais un point plus sur la partie bâtiment, mais c'est vrai que ça rejoint beaucoup des sujets quand même qu'on a abordés ce matin, parce que s'il y a une économie de la filière, elle est forcément bâtiment et travaux publics. Mais là, donc, il y a eu les annonces gouvernementales de fin avril, avec le fait que le secteur du bâtiment reste un domaine qui est très énergivore. Il consomme plus de 45% de la consommation énergétique finale en France et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Bon. Donc là-dessus, il y a un plan du gouvernement qui incite vraiment à une massification de la rénovation du logement. Et là aussi, dans le cadre de l'exercice qui a été conduit au niveau régional par l'État et le Conseil régional, il y a eu le schéma régional de l'habitat et l'hébergement. Et on a donné au territoire des fourchettes, des indications sur l'ampleur, en fin de compte, attendue des rénovations énergétiques de bâtiments. Et dedans, il y aura bien entendu la question de comment on va réutiliser les ressources bâtiments sur ces territoires. Et dernière question, c'est le Grand Paris Express et ses déchets et la Seine-et-Marne. Alors ça, c'est une question piège. Non, mais comment vous voyez le point d'équilibre à trouver? Le point d'équilibre, on sait à peu près, par rapport aux chiffres qui ont été donnés ce matin, que c'est à peu près de l'ordre de 70% des excavations, des déblais qui vont sortir du Grand Paris Express, qui auraient, je le mets au conditionnel, vocation à pouvoir en effet aller vers la Seine-et-Marne. Bon, ce qui est quelque chose de considérable. Bon, il y a des solutions qui existent aujourd'hui avec des centres où on peut déjà stocker une grande partie, en tout cas pour les chantiers qui sont menés actuellement. Mais c'est vrai que demain, il y a des initiatives qui existent déjà, mais qui peuvent éventuellement être dupliquées, de dire qu'on peut aussi utiliser un nouveau modèle économique sur des réutilisations de ces matériaux dans des projets d'aménagement.
Je crois que le CEREMA actuellement travaille sur une procédure de labellisation sur la réutilisation de ces matériaux. Et c'est clair que la Seine-et-Marne, vis-à-vis de l'ensemble des projets d'aménagement qui sont déjà décidés et qui vont avoir lieu dans les prochaines années, enfin, on a une ampleur, une dynamique de la construction et des projets d'aménagement qui est considérable. Il y aura certainement des opportunités pour montrer la pertinence aussi d'un modèle économique pour réutiliser ces matériaux du Grand Paris. Dynamique dans laquelle la Seine-et-Marne jouerait un rôle important. Écoutez, je crois que c'est l'action conjuguée de l'État, du Conseil régional, du Conseil départemental, et des entreprises, et des entreprises, de l'ensemble des intercommunalités. Là-dessus, je pense vraiment que le raisonnement, il doit être inversé. C'est vraiment, il y a des opportunités avec voilà, des chantiers qui vont être considérables et sur lesquels il faut pouvoir concilier la retombée économique de niveau régional ou de chantiers nationaux et en même temps la satisfaction des besoins locaux et définir en fin de compte c'est quoi le modèle adapté à chaque territoire. Merci à vous quatre.